C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Clovis. Alors on a des invités, on a une actualité riche cette semaine, mais un petit mot sur le discours qu'on vient d'entendre de Joe Biden. Les Américains plus que jamais aux côtés des Ukrainiens dans cette guerre face aux Russes. Oui, il y avait un double message de la part du président américain qui était d'abord de rappeler que la guerre, c'est une invasion de l'Ukraine par la Russie et que ce ne sont pas les alliés en aidant militairement l'Ukraine qui font la guerre. Ils aident simplement l'Ukraine à résister et à se défendre contre cette invasion, d'une part. Et d'autre part, l'un des épisodes qui accompagnent cette guerre, c'est-à-dire l'explosion du prix des matières premières et les menaces sur l'approvisionnement alimentaire d'un certain nombre de pays, ça ne vient pas des sanctions que les Européens et les Américains imposent à la Russie, ça vient de la guerre elle-même. Donc c'est ce double message à destination de l'opinion et aussi des parlementaires américains qui vont être sollicités pour allonger à nouveau l'aide financière à l'Ukraine pour que au moins l'offensive russe puisse être stoppée. Et bien sûr, on va en reparler dans les prochaines éditions de France 24. Mais tout de suite, un peu de politique française. Un président réélu à plus de 58%. Son adversaire qui voit dans sa défaite une victoire éclatante. Emmanuel Macron promet une nouvelle ère et Marine Le Pen se rêve en chef de l'opposition. L'élection présidentielle a fait voler en éclats deux poids lourds du pouvoir longtemps incontournables, le Parti socialiste et les Républicains, alors des partis en voie d'extinction, où un sursaut est-il envisageable? Désormais, place aux législatives que certains appellent déjà le troisième tour. Pour cette édition de Politique Actualité Riche, questions nombreuses et pour y répondre, nos invités. Carole Barjon, bonjour, vous êtes éditorialiste à l'Obs. Bonsoir. Bonsoir. David Revaud-Dallon, vous êtes rédacteur en chef politique au JDD, au Journal du Dimanche. Bonsoir Clovis. Et Bruno Cotresse, vous êtes politologue. Bonsoir. Alors on va commencer avec un petit tour de table, parce qu'il y a quand même eu une présidentielle. Dimanche, nouveau président, Emmanuel Macron, réélu. Je voudrais savoir ce qui a retenu votre attention. Est-ce que c'est plutôt la victoire du président qui n'a jamais connu de cohabitation, la progression du vote d'extrême droite, plus de 2 600 000 voix en plus pour Marine Le Pen comparé à 2017, ou est-ce l'abstention record? Allez-y, mouillez-vous. Carole Un peu de tout ce que vous avez dit, mais il y a quand même le score de Marine Le Pen et le fait qu'en 2017, il y avait 10 millions de voix d'écart entre elle et Emmanuel Macron et qu'en 2022, il n'y en a plus que 5 millions. Et ça, je trouve que c'est la vraie... c'est ce qu'il faut retenir parce que c'est quand même inquiétant. Après ça, moi, ce qui m'a frappé, c'était la non-atmosphère, si on peut dire, qui a régné sur cette soirée. Après une campagne sans allant, sans élan, comme on l'a beaucoup dit, et donc c'était sans doute logique, mais c'était tout de même frappant. Et puis, le non-discours d'Emmanuel Macron, que j'ai pas trouvé à la hauteur de l'événement et justement de ce score. Il a fait passer quelques messages, on en reparlera sûrement, mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez désinvolte. Désinvolte. Moi, plutôt qu'une non-atmosphère, je parlerais plutôt du climat qui a entouré cette réélection, avant de revenir sur la réélection elle-même, parce que c'était un climat négatif. Il y a eu tout de suite des opérations multiples de délégitimation du nouvel élu, en nous expliquant que oui, d'accord, mais que la prochaine fois, ce serait certainement les extrêmes qui l'emporteraient parce qu'il était positionné dans un groupe central. Et ensuite, au fond, est-ce qu'il était bien... Est-ce que les voix qui sont portées vers lui étaient vraiment des voix, ou est-ce qu'il n'y avait pas un sous-texte qui faisait qu'il n'avait pas vraiment la confiance de ceux qui avaient voté pour lui? Donc, et tout ça est assez malsain, en fait, mais ça traduit aussi un état d'esprit assez bizarre dans un pays qui, d'ailleurs, va reparler prochainement à nouveau de changer sa constitution, parce qu'à nouveau, on repart dans les mêmes travers. Moi, je pense qu'il faut quand même, au départ, saluer l'exploit. Emmanuel Macron, c'est une aventure individuelle, et cette aventure continue. Et elle continue sous le signe aussi de l'exploit, comme en 2017, parce qu'être réélu avec le score qu'il a eu, qui est un score de très bonne élection, contrairement à ce qu'a voulu faire croire le camarade Mélenchon, c'est un très beau score.
Et ça n'est pas le plus mal élu des présidents de la Ve République. Non. Le plus mal élu, c'est Georges Pompidou, qui n'a pas laissé un mauvais souvenir au pays. Donc l'aventure continue. Et de ce point de vue-là, il a gagné sur toute la ligne. Rappelons-nous, pendant 5 ans, il a bataillé pour affaiblir la droite et la gauche. 2 victimes consentantes, pour se retrouver en face à face avec l'extrême droite. C'est fait, c'est gagné, comme il prévoyait que ce soit gagné. Le problème maintenant, pour lui, et le défi qui est devant lui, c'est de transformer cette aventure individuelle en un minimum d'élan collectif. Et donc c'est là qu'il va être au pied du mur, parce qu'il ne peut pas se passer d'une phase plus collective dans le quinquennat qui s'ouvre. Et donc après, que faudra-t-il faire? À mes yeux en tout cas, rassembler plutôt que réformer. Et améliorer plutôt que changer. Mais ça, je ne sais pas quel sera son choix dans ce domaine. Et puis peut-être on peut s'arrêter dans les temps dramatiques que nous traversons et que vient de nous rappeler Joe Biden. Pour ceux qui ont écouté en plus le discours de Poutine hier, il n'est pas indifférent que la France ait remanifesté sa fidélité à son ambition européenne, sa fidélité à ses alliés et son soutien aux Ukrainiens plutôt qu'aux Russes de M. Poutine. Messieurs, l'état d'esprit général, si je devais résumer ce qui m'a marqué le plus de l'état d'esprit, on va dire, de cette séquence de l'élection présidentielle, d'abord et avant tout la capacité qu'a eu Marine Le Pen à résister à un assaut sans précédent dans son camp politique. Rappelons-nous, à l'automne, tout le monde pense que c'est fini, qu'Éric Zemmour va prendre sa place, capacité de résistance assez, je dirais, forte quand même de Marine Le Pen. Et surtout, elle le doit principalement à la fois à son ancrage dans un certain nombre de catégories sociales, dans certains groupes, et aussi sa capacité à aller chercher en dehors d'autres électeurs sur la thématique du pouvoir d'achat, des injustices, d'une société qui ne rétribue plus les efforts, le mérite, qui ne traite pas bien les citoyens qui pourtant font des efforts. Et donc on voit qu'elle est allée chercher au-delà, parce qu'elle fait un score qui est évidemment quand même assez important, au-delà de 40%. Et deuxième point, de manière un peu plus générale, une élection qui nous laisse avec une série de points d'interrogation extrêmement importantes. De quelle manière Emmanuel Macron va s'y prendre effectivement pour ne pas décevoir, pour être à la hauteur des objectifs qu'il s'est lui-même fixé dans son dernier meeting à Figeac, 2 jours avant le premier tour. Il a annoncé une liste impressionnante d'objectifs à atteindre, de problèmes à régler. Et donc, il va falloir qu'il soit à la hauteur de ces objectifs, parce que les attentes, du coup, sont très fortes. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais j'accorde une mention particulière à ce qu'a expliqué Carole. Moi, j'ai été assez frappé par le manque d'élan et d'allant de son discours même, puisque vous avez une émission de télévision a fait une comparaison avec le discours prononcé en 2017. C'est exactement le même, comme si finalement il avait été un petit peu paresseux ou désinvolte, comme s'il n'avait pas pris la mesure du choc que constitue quand même. Alors, vous avez raison, Jean-Marie, il est largement élu et c'est le premier président hors cohabitation. Donc ça, c'est vrai que c'est un exploit politique. Il est largement élu, 58,5 contre 41,5. Simplement, quand on le compare avec ce qui s'était passé en 2002, où on avait 18% pour Jean-Marie Le Pen père, et même 2017, où on avait un tiers de l'électorat, c'était déjà énorme, mais ce n'était qu'un tiers qui s'était prononcé par Marine Le Pen, là on est à 2/5. Donc on se rapproche finalement, ce rapport de force se rapproche des duels traditionnels, des finales traditionnelles des élections présidentielles sous la Ve République, sauf que les 2 protagonistes étaient des partis tous deux de gouvernement républicains et qu'aujourd'hui ils n'existent plus, ils ont été totalement siphonnés, précisément par Emmanuel Macron. Donc je crois que l'argument selon lequel, à force de dévitaliser les oppositions républicaines, enfin en l'occurrence le mouvement gaulliste et le Parti socialiste, on se retrouve face à l'extrême droite, je crois hélas que ça se vérifie dans les faits, que les expériences de laboratoire d'Emmanuel Macron nous conduisent à cela. La bonne surprise, c'est qu'on a quand même une large majorité de Français qui a refusé l'extrême droite. L'inquiétude, c'est quand même jusqu'à quand? Et donc je refais le point avec le discours d'Emmanuel Macron. Je trouve qu'on est quand même dans un moment de gravité, à tel point que le président, à 20h, n'avait pas encore parlé, et que, Jean-Marie Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, à qui il faudrait expliquer qu'il n'était plus au 2e tour, peut-être, mais visiblement, sur un 3e, il est prêt à en faire un 4e, un 5e, et Marine Le Pen, effectivement, ont attaqué la légitimité du président, qui est incontestable, puisqu'il est élu selon les règles institutionnelles. On l'a bien entendu, vous avez été tous les deux assez déçus de ce discours au Champ de Mars. En même temps, et on va juste écouter. Oui, mais physiquement, on voyait qu'il était épuisé.
Et son vrai discours, c'est Figeac. C'est très difficile d'être président, en effet, mais on va quand même écouter un extrait de son discours. C'est fatigant de faire campagne, etc. Mais on va en parler de son style, etc. Parce que au Champ de Mars, il a donc prononcé ce discours qui a déçu David, qui a déçu Carole. On va l'écouter. Et il nous faudra aussi, mes amis, être bienveillants et respectueux, car notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin. Bon, clairement sobre, pas de triomphalisme, mobilisateur. Pour l'anecdote, la chanteuse d'opéra égyptienne qui a chanté la Marseillaise juste après avait été prévenue la veille, samedi après-midi, pour le dimanche. Alors, on peut se dire que c'est un peu un manque de préparation. En tout cas, il semblerait que dans cette campagne, pour les journalistes, ça a été compliqué. Il voulait tout valider, il semblerait, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est trop isolé? Est-ce qu'il est trop entouré? Est-ce qu'il n'est pas assez entouré? Emmanuel Macron, il manage tout, il dirige tout, il pilote tout. C'est ce qui explique aussi la physionomie de ce quinquennat. Mais je rappelle qu'en 2017, souvenez-vous, la fête devait avoir lieu au Champ de Mars. Au dernier moment, Madame Hidalgo avait refusé, évidemment. Là, c'était du fait de Madame Hidalgo. Désireuse de ne pas faire ce cadeau au président élu. Et il avait, en catastrophe, organisé le Louvre, qui avait scotché tout le monde. Tout le monde avait absolument expliqué que c'était fantastique et que jamais... ni sur Hollande, ni sur Sarkozy, on avait vu une telle mise en scène. Donc parfois, on reconstruit un petit peu l'histoire aussi. En tout cas, la fête n'a pas été très longue, parce qu'il y a eu le discours, puis la foule s'est dispersée très rapidement. La consigne était très clairement à la modestie, à l'humilité, enfin tout le discours aujourd'hui. Mais ce que vous notiez, à savoir qu'il veut tout contrôler, c'est bien le problème qu'il va devoir résoudre maintenant. Parce qu'il ne pourra pas continuer... je pense qu'il y a quand même... Le pays n'aime pas l'exercice solitaire du pouvoir. Ça conduit à quelques ratés aussi. Ça conduit plus qu'à des ratés. Ça conduit à une... Enfin, en même temps, voilà, il est devant cette nécessité de considérer que les corps intermédiaires existent, que les élus existent. Quand même, c'est quelqu'un qui a été sauvé après les Gilets jaunes, ou pendant la crise des Gilets jaunes. Il a été sauvé par la police, mais par les maires. Ce sont les maires ensuite qui ont fait le succès de son grand débat. Ce sont les maires qui sont allés au charbon. Et lui un petit peu tout de même, Jean-Marie. Oui, lui aussi. Oui, quand même, mais sans les maires, ça n'embraye pas comme ça a embrayé. Donc, alors on a eu un conseil des ministres ce matin. Je vais vous poser une question sur ça. On a eu un conseil des ministres ce matin. On pensait que c'était peut-être le dernier de Jean Castex. Finalement, on n'est plus trop sûr. Bruno Cotrez, vous êtes politologue. Dites-moi un petit peu, expliquez à nos téléspectateurs à quoi s'attendre d'ici cette fameuse date butoir du 13 mai. D'abord, sans doute, beaucoup de contacts entre l'exécutif, Emmanuel Macron, et des personnalités sollicitées pour les différents postes gouvernementaux, en particulier le Premier ministre. Donc ça, c'est vraiment, sans aucun doute, beaucoup à la fois de petites indiscrétions qui vont être envoyées. On va guetter la moindre personne qui franchit. Alors, qui en plateau a des informations sur le Premier ministre? Qui a des informations à nous donner sur qui pourrait être le Premier ministre? Moi, je peux vous donner, il faut vous dire qui a une information sur le Premier ministre. C'est Emmanuel Macron et personne d'autre. Si Alexis Kohler, son double, son alter ego, son secrétaire général. Mais évidemment, tout ce qui circule, un conseiller me le disait hier, les 95% des noms qui circulent, a priori, sont, comme dirait l'ami Laurent Wauquiez, du bullshit, c'est-à-dire voilà, des choses pas très... On ne traduira pas ça, mais on se comprend. On a à peu près compris. Mais je crois qu'on s'interrogeait, enfin c'est d'ailleurs tout à fait normal, on se demandait effectivement, ça fait plusieurs jours, tous les noms qui circulent, qui va être le Premier ministre. Alors il y a plein d'hypothèses. Une femme peut-être? Profil à gauche, Elisabeth Borne par exemple, mais bon... donc il y a Julien de Normandie, s'il veut un profil plus, comment dire, de collaborateur, on va dire. Bref. J'ai l'impression qu'il veut plutôt un profil de collaborateur. Oui, bah ça lui ressemble évidemment assez. Mais moi, ce que je crois comprendre aujourd'hui, c'est que en fait, le Premier ministre ne va pas être nommé tout de suite. Il y a une hypothèse qui circule que même il pourrait nommer un nouveau gouvernement peut-être seulement une semaine ou 10 jours avant les législatives qui sont, je le rappelle quand même, les 12 et 19 juin prochains, c'est-à-dire dans 6 à 7 semaines. Et donc, moi, je me dis que, au fond, ça n'est pas le Premier ministre qui, d'habitude, on nomme pour mener la campagne des législatives, mais c'est Macron qui veut la mener
lui-même. Il a d'ailleurs déjà commencé. Il était à Cergy avant-hier, je crois, hier ou avant-hier. Ça s'est plutôt bien passé, mais il y a eu quand même un petit jet de tomates. Non, mais on est d'accord. Mais c'est lui il va dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, je crois. Demain. On va sûrement apprendre qu'il va ailleurs la semaine prochaine. Et en fait, je me dis que c'est lui qui veut mener la campagne directement. Pourquoi ? Parce qu'il veut que les députés soient élus, évidemment, sur son nom, de manière à être le maître à bord et ne pas dépendre de tout un tas de tambouilles politiciennes comme on le croyait, et en tout cas... Je pense que c'est ça l'enjeu, parce que la grande question de la Ve République, c'est est-ce que les Français, comme d'habitude, donnent au président qu'ils viennent d'élire les moyens de gouverner. Sans une majorité à l'Assemblée, il ne peut pas gouverner. Donc est-ce que les Français seront toujours sur ce schéma ? Le handicap de Macron aujourd'hui, c'est le délai. Parce que jamais il n'y a eu un délai aussi long entre le second tour de l'élection présidentielle et le premier tour de législative. Dans un délai aussi long, il peut tout se passer, il peut tout arriver. Il peut arriver quelque chose, une catastrophe quelque part, un incident grave dans la société française qui fasse qu'il y ait un mouvement d'opinion, une émotion qui emporte tout. Quand on sait le nombre d'électeurs qui se sont déterminés au dernier moment, voire dans l'isoloir, au moment du second tour de l'élection présidentielle, on peut se dire aussi que sur les législatives, ça va avoir une influence très forte. Et bien sûr, donc, c'est crucial pour Emmanuel Macron. Sa bataille, comme le disait Carole, sa bataille, elle est là. Donc il veut se mettre en effet lui-même en première ligne, d'autant que dans l'intervalle de ces 2 mois, les Français vont être très attentifs aux décisions qu'il va prendre. Et il y a des décisions immédiates touchant le pouvoir d'achat, touchant des choses qu'il a pu promettre, mais qui devront avoir une annonce immédiate. Et ça influera sur le vote directement des législatives. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi la bataille qu'il y a à l'intérieur même de son propre camp, puisque François Bayrou, comme Édouard Philippe, n'adhèrent pas au schéma qui est pour l'instant celui qui préférerait une coalition à un truc monolithique. Emmanuel Macron utilise le même argument que Jean-Luc Mélenchon, finalement. Élisez-moi Premier ministre. Il veut être lui-même le chef de la majorité. Et moi, lui a quand même plus de chance. Et moi, si j'étais Bayrou ou Édouard Philippe ou quelqu'un d'autre, je reprendrais la célèbre formule de François Mitterrand, 1988, inégalable. Il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne. Oui, mais il y a une difficulté quand même, il a annoncé que le nouveau mandat ne serait pas la continuité du premier mandat. Et donc c'est vrai que s'il commence en disant pendant un mois et demi, on conserve en gros la même équipe, c'est vrai que ça le met un tout petit peu en porte-à-faux par rapport à cette idée d'une méthode de gouvernement qui ne serait plus la même exactement. Et c'est vrai que lui qui a tellement passé de messages dans l'entre-deux tours depuis dimanche soir, qui est on va tenir compte du premier tour, de toutes les tensions dans la société française. Donc il y a quand même, de ce point de vue-là, il a quand même besoin d'initier relativement rapidement un message qui est effectivement, maintenant ça y est, on y va. Le deuxième mandat n'est plus la continuité du premier, de faire passer quand même quelques messages de ce point de vue-là. On va parler maintenant des législatives, parce que forcément il y a ces législatives. Il en fait passer des messages. Oui. Il en a fait passer déjà. Par exemple, quand il dit je suis très conscient que je n'ai pas été élu vraiment sur mon nom, ou pas seulement, mais beaucoup pour faire barrage, et cela m'oblige, on croit comprendre que c'est un message à l'égard des électeurs de gauche, par exemple. C'est un message, mais suivi les faits. Et donc c'est ça que l'électorat de gauche a en ligne de mire, et notamment dans une élection. On va parler des législatives. Il y a beaucoup d'initiatives à gauche. Beaucoup de choses à dire sur les législatives, bien sûr. Au sein du Rassemblement national, j'étais à la soirée électorale. Dès 8h01, on me parlait déjà des 3 blocs. Des blocs de gauche avec Mélenchon, du bloc centriste autour de Macron, et le Rassemblement national qui rêve de ce bloc des patriotes, comme ils disent. Quelle place pour les partis comme LR, le Parti socialiste, qui sont des partis traditionnellement au pouvoir ? C'est la fin ? Il y a un sursaut qui est possible là ? Non, moi je ne crois pas. Je crois que les partis sont comme les astres, ils meurent. On en a eu beaucoup d'expériences dans l'histoire. Exemple, le Parti radical, force essentielle et fondamentale de la Troisième République, qui aujourd'hui ne subsiste que localement sur quelques poches de territoire, qui n'a pas totalement disparu, qui a encore des élus, mais qui n'est plus une force nationale. Eh bien, je prends le pari que c'est le destin qui attend d'abord le Parti socialiste, parce qu'il est dans un stade de décomposition plus avancé. On peut considérer que les Républicains, c'est la constatation de la mort clinique. Le Parti socialiste, c'est l'enterrement. D'ailleurs, on voit qu'ils sont en train de se rallier avec armes et bagages à Jean-Luc Mélenchon, ce qui, il y a encore quelques années, aurait paru une abomination. Invraisemblable. C'est invraisemblable pour dernier clou sur le cercueil.
Oui, donc je pense que c'est plutôt, voilà, ils vont continuer à vivre, mais soit localement, soit sous forme, non pas groupusculaire, mais sous forme satellitaire. Je pense que ça va plutôt être, d'ailleurs, le PS devient un satellite de Jean-Luc Mélenchon et LR semble en passe de devenir pour une partie satellite de la Macronie, pour l'autre rejoindre la droite dure et l'extrême. Oui, mais ça prendra probablement plus de temps. Plus de temps, parce qu'ils avaient quand même, à l'issue des législatives de 2017, ils avaient quand même 104 députés ou quelque chose comme ça. Alors que le Parti socialiste n'en avait que 30. Il n'est pas certain qu'il les conserve aujourd'hui. Oui, mais même si un tiers rallie la Macronie, il en reste quand même mais l'ancrage local, un bon nombre. Parce qu'on regarde les LR, on regarde le PS, ils ont un poids local. Ça compte, bien sûr, ça compte. Mais pour revenir d'un mot sur Mélenchon, vous avez vu ces affiches. Ces affiches, on va la voir justement, l'affiche de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Voilà. Donc on n'est vraiment pas dans la fabrication d'une coalition qui serait la coalition de ce qui reste des partis de gauche et puis de la France insoumise. On est dans une démarche personnelle du type troisième tour d'une élection présidentielle ou autre. Parce que plébiscitaire. Et vous vous souvenez tous de « La République, c'est moi ». Oui. Là, il nous dit la gauche, c'est moi. Et le Premier ministre, ce sera moi. Et le Premier ministre, ça reste évidemment à démontrer. Mais je pense qu'on fait une erreur en voulant aller trop vite parce que, rappelez-vous, 2017, Marine Le Pen, elle fait un peu plus de 20%, mais aux législatives, c'est infiniment moins. Et oui, elle fait combien aux législatives? Jean-Luc Mélenchon, qui fait 19, peut-être même presque 20%. À l'élection présidentielle, il ne fait plus que 11% aux législatives. Donc, ce serait un peu hâtif de considérer, et surtout la grande erreur des pseudo-stratèges électoraux qu'il y a aujourd'hui, semble-t-il, au Parti socialiste et ailleurs, c'est de penser qu'on peut prendre le score d'une présidentielle circonscription par circonscription et en tirer des enseignements pour l'élection législative qui vient. Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a l'ancrage local, parce qu'il y a un tissu aussi bien chez les LR que chez les socialistes, qui est là et qui peut s'organiser et se manifester d'une façon très différente. Et le score, s'il allait tout seul au combat, Jean-Luc Mélenchon, il y a fort à parier qu'il n'aurait pas 22% de vote pour les Insoumis. Il y en aura beaucoup moins. Vous êtes d'accord avec cette évidemment. Et on voit que la démarche, effectivement, de Jean-Luc Mélenchon, c'est pratiquement comme s'il envoyait un message à destination des fans de la 6e République. Mélenchon, Premier ministre, d'une certaine manière. Si ça arrivait, c'est pratiquement la fin de la 5e République, parce qu'une cohabitation entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, on voit toute la difficulté de l'exercice. Effectivement, il passe complètement par-dessus l'ancrage local. Ça va très mal pour les socialistes, c'est clair. Pour les Républicains, je ferai une différence. Effectivement, les Républicains, ils ont encore 100 députés sortants. Ils ont aussi beaucoup d'exécutifs locaux. Parti socialiste également. Parti socialiste. Mais ils ont des ressources en termes de candidats dans des circonscriptions. Et donc, effectivement, le pari de décalquer simplement le score présidentiel sur les élections législatives, qui sont 577 petites élections avec des nombres de candidats qui ne sont pas les mêmes d'une circonscription à l'autre, et avec le seuil de qualification, qui est quand même assez rédhibitoire. Juste un mot sur ces discussions, parce que tout ça, c'est abstraction faite des questions de fond. Quand François Mitterrand s'allie au Parti communiste, le Parti communiste est contre la force de frappe, et il est pour la sortie de l'OTAN. Le prix de l'alliance entre François Mitterrand et le Parti communiste, c'est que le Parti communiste se rallie à l'OTAN et accepte la force de frappe. Là, aujourd'hui, entre Mélenchon et les socialistes vont donc accepter qu'on sorte de l'OTAN et vont donc accepter que... la désobéissance au traité européen. Et la désobéissance au traité européen, et vont accepter qu'on tienne la balance égale entre Vladimir Poutine et l'Ukraine. Ça va être compliqué. Je vais vous poser une question sur ça, parce que vous avez beaucoup travaillé sur la question, mais on va écouter François Hollande, ancien président de la République, bien sûr, qui disait ce matin que discuter, ça ne veut pas dire disparaître. Et bien sûr, il parlait des tractations entre les insoumis, les socialistes, les écologistes, mais lui, il pensait bien sûr au PS. Pour la première fois dans l'histoire de la gauche, il n'y aura plus de candidature plurielle, il y aura des candidatures uniques de l'Union populaire. Je pense que cet accord ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il est précisément inacceptable sur le plan de ce qu'il représente électoralement, la disparition de toute candidature socialiste dans les 2/3 ou 3/4 des départements. Et deuxièmement, il met en cause des principes mêmes qui sont les fondements de l'engagement socialiste. David, un mot.
La disparition de tous les candidats socialistes par département, je vais me faire un peu moqueur et exagérer un petit peu, mais vous me permettrez. Je crois qu'on n'a pas eu besoin de Jean-Luc Mélenchon et de cet accord entre insoumis et socialistes pour y parvenir. Et d'ailleurs, François Hollande, c'est de quoi il parle, puisqu'il a quand même une large part de responsabilité dans le fait qu'en 2017, le groupe socialiste atterrit à 30 députés. Moi, je ne suis pas du tout certain qu'il en conserve autant s'il reste de manière autonome. Je suis même certain du contraire. En réalité, quand vous regardez la carte électorale et que vous discutez avec les socialistes, les spécialistes, il en reste encore de la carte électorale au PS, ils vous expliquent qu'il y a une seule circonscription qui est acquise, gagnée, quoi qu'il se passe. C'est celle de Boris Vallaud, l'ancienne de Henri Emmanuelli dans les Landes, qui est une vraie circonscription quasiment captive, mais que pour le reste, on pourrait très bien avoir une petite poignée de députés socialistes et pas de groupe. Donc, il y a l'idéologie, il y a les questions de fond, l'OTAN, l'Ukraine, la Russie, l'Europe, mais il y a aussi, il faut bien le dire, toujours en politique, bien la nécessité de conserver ses mandats ou de le conquérir. Ouais, et c'est pas beaucoup plus simple pour les écologistes qui, eux aussi, les négociations c'est compliqué. Il y a la ligne Jadot, il y a la ligne Rousseau. Les écologistes, eux, n'ont pas de groupe à l'Assemblée nationale. Exactement. Mais j'aimerais bien qu'on termine juste sur l'extrême droite, le camp dit des patriotes, des nationalistes. Carole, là, il n'y a pas vraiment de négociation, vous me disiez tout à l'heure, finalement, parce qu'entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est irréconciliable. Non, oui, c'est tout à fait irréconciliable. Marine Le Pen a été extrêmement claire, malgré l'appel d'Éric Zemmour à voter pour elle, tout en rappelant quand même au second tour que c'était la 8e défaite, je crois, pour la famille Le Pen, bon, ce qui n'était pas très habile. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit cette phrase qui ait changé grand-chose. Marine Le Pen, voilà, considère qu'elle a le rapport de force pour elle, et qu'elle n'a pas besoin d'Éric Zemmour, qui a fait 7%. C'est très clair. Et elle va même plutôt aller essayer de lui enlever 2-3 de ses soutiens qui ont l'air, effectivement, de vouloir se rapprocher d'elle. Donc, quel avenir pour Zemmour ? Je suis incapable de le dire. Ça va être très compliqué pour elle. En tout cas, il n'y aura pas de discussion avec Éric Zemmour, c'est très clair. Peut-être quelques cas individuels, mais pas d'accord, parti à parti. Allez, on passe maintenant à notre rubrique réseaux sociaux avec Véronique Ray-Soult, qui arrive d'une minute à l'autre. Voilà. Véronique arrive en courant, tout habillée de rouge, et vous êtes habillée en rouge peut-être parce que vous allez nous parler notamment de Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait. Alors bon, j'en ai perdu mon oreille, c'est pas grave. J'allais vous parler de Jean-Luc Mélenchon, le fameux troisième homme. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il a quelque chose d'assez incroyable sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un homme qui a réussi à faire en sorte que la victoire ne soit pas... l'échec ne soit pas un échec, mais une victoire. Il a même réussi à continuer à créer de la joie. Alors, je vous ai passé cette fameuse affiche qui résume sa stratégie. Mélenchon, Premier ministre, finalement, il y a une promesse, il y a un engagement, les militants sont toujours là. Autant chez Zemmour, ils ont disparu. Chez Mme Le Pen, ils ne sont pas très actifs. Chez M. Macron, on ne sait pas encore ça non plus. Mais là, ils sont très actifs, tellement actifs que quand on regarde la répartition des parts de voix de l'ensemble des partis, le parti dont on parle le plus, c'est la France Insoumise. Et en plus, les commentaires sont plutôt positifs. Donc, ils ont réussi à faire en sorte que les militants en parlent, mais même les non-militants en parlent, parce qu'ils ont près de 33% de part de voix sur l'ensemble des partis français, suivis du Rassemblement national et ensuite de En Marche. Et quand on regarde les fameux emojis, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'on dit ? C'est plutôt sympathique, mais on voit qu'il y a le point levé qui est quand même le cœur de la tortue, parce que c'est devenu une blague chez eux en disant voilà, il y va tranquillement, mais il va y arriver. Mais la réalité, c'est que ce point levé, c'est ce qui résume bien l'ensemble de leurs propos. Ils y croient vraiment. Ils sont très engagés. Et à tel point qu'il y a peut-être des visages qui apparaissent côté Mélenchon. Alors du coup, comme ils y croient, les uns et les autres se sont mis à fantasmer des gouvernements. Alors il y a la revue Regard qui a fait un magnifique organigramme qui a été partagé sur les réseaux sociaux, qui a suscité quelques angoisses, je ne vais pas vous mentir. Certains y ont vu des réalités, ont imaginé des tas de choses, mais cette infographie a eu un succès fou, en positif comme en négatif, et ça ne fait On que... voit que Philippe Poutou est au gouvernement. Monsieur Poutou est au gouvernement, il y a aussi Monsieur Faure, enfin c'est un magnifique... Julien Bayou au logement, c'est des
des questions qu'il connaît bien aussi. Voilà. Donc on a quelque chose, voilà, Boris Vallaud, vous avez beaucoup de rassemblements. C'est une projection qui était intéressante. Elle est amusante pour une chose, c'est qu'en fait, ça concrétise l'appel qui a été lancé par Jean-Luc Mélenchon. Ça donne l'impression que c'est possible, ça montre de nouveau aux uns aux autres que, eh bien oui, une victoire, pourquoi pas. Quand on rentre dans le rationnel, bien sûr, on sait que ça va être un peu compliqué, mais ça fonctionne. Une petite question peut-être à nos invités. Est-ce que vous croyez vraiment que tous ces visages, toutes ces personnes sont prêts à se rallier, à se mettre derrière Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre? Je vois, en tout cas, j'en vois aucune qui serait... alors peut-être qu'au Parti Socialiste, Boris Vallaud, je ne connais pas sa position, mais on a vu qu'Olivier Faure, étonnamment, avait opté pour un rapprochement, curieusement. Donc, non, il n'y a absolument rien qui me semble délirant. Yannick Jadot, quand même. Oui, Yannick Jadot l'a dit hier, effectivement. Et peut-être que Philippe Poutou, je ne crois pas que ce soit dans la culture d'un candidat trotskiste que de rejoindre un gouvernement démocratique. Et puis, il y a monsieur... stabilité. Et il y a monsieur Roussel aussi, quand même. Donc, voilà. Mais c'est intéressant, c'est de voir que quand vous donnez des éléments qui, en soi, pourraient être pris de façon un peu décalée, finalement, ça rend concret, c'est un message un peu subliminal du oui, c'est possible. Et quand on voit le nombre de fois où c'est partagé, consulté, ça raconte quelque chose. Alors, vous avez une mission très compliquée. En 30 secondes, vous devez m'expliquer pourquoi le rachat de Twitter par Elon Musk peut changer le monde politique de demain. 27 millions de messages résumés en quelques secondes. Allez-y, quelques signes. C'est sympa. Eh bien, écoutez, c'est parce qu'en fait, vous avez un sujet qui est Elon Musk est dans une espèce de promesse de la liberté absolue, de non-contrôle, et qu'en réalité, eh bien, vous avez deux camps qui s'opposent. En particulier aux États-Unis, il y a une réalité qui est que les gens qui suivent Trump ne savent plus où aller chercher des informations, que personne n'a pardonné à Twitter d'avoir coupé le compte de monsieur Trump. Et donc, du coup, son arrivée fait que les uns et les autres se disent est-ce qu'on est parti dans une anarchie complète ou pas? Donc, en France, on a un camp qui a été choisi clairement. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. Et rien que la valorisation de l'ensemble, c'est un vrai sujet, 44 milliards. C'est pas mal. Et bon, il a pu se l'offrir. Et donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'il saura le faire vivre sans publicité? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vraiment, il va tout lâcher et on va avoir... Mais de toute façon, avec Elon Musk, on a toujours beaucoup de surprises. Donc voilà. Toujours. Et là, même le don arrive à faire baisser la valeur de son compte après avoir acheté. Pas mal. Et bravo pour avoir résumé ça en 1 minute. Voilà, c'est la fin de Politique. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur France 24, bien sûr, pour toujours plus d'actualités internationales.